Bonsoir à toutes et à tous les variants du multivers et bienvenue de ce 36e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve comme toutes les semaines depuis 36 semaines, donc depuis 36 émissions, avec mon Mhm. comparse de toujours Greg Dyser. Salut Bonsoir. Riep, comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Une fin d'année sur les chapeaux de roue. Chargé? Et très chargé, on le dit à chaque émission, donc maintenant tout le monde a l'habitude de voir qu'on a une vie hyper remplie. Et ce Oui, soir, oui. on a un nouvel invité en la personne de Grégoire. Bonsoir. Donc ça va me Salut faire deux Grégoire. Grecs ce soir, ça va être très 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 simple à gérer, vous allez vite le comprendre. Écoute, il y avait deux Ben dans Umbrella Academy, il y aura deux Grecs dans l'émission, on est raccord. Je pense que c'est parfait. Donc une émission qu'on commence un petit peu tard ce soir, vous l'aurez remarqué, mais c'est la faute de nos deux invités, de nos deux Gregs, qui vont nous dire exactement pourquoi ils n'étaient pas là. On veut les excuses tout de suite et les raisons valables. Avec un Bah mot des écoute, on parents. était, euh, on était au pot de départ de Belinda, la soirée de clôture de Lyon BD, il fallait qu'on y soit, et puis comme nos variants n'étaient pas dispo parce qu'ils étaient pris dans d'autres soirées de clôture, et ben, du coup on a décidé de faire les deux, on est venu faire l'émission avec toi quand même. On fait tout ce soir. C'est formidable, c'est formidable. Et ce soir, on parlera donc de Umbrella Academy, la saison 3. Et on va se demander, est-ce que c'est une saison sans pépin? Voilà. C'était le petit... Oui, tu peux faire cette tête, Grégoire. Je rappelle le principe de l'émission. Donc, on l'a vu tous les trois, cette série, en l'occurrence la saison 3 de The Umbrella Academy. On ne sait pas les uns et les autres ce que l'on a pensé, en tout cas pas forcément en détail. On va découvrir nos avis voilà, en direct. Dans une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous raconter ce qui se passe, de ne pas vous divulgacher les choses, même si on risque évidemment de parler des deux premières saisons. Si vous ne les avez Oui, pas vues, on fera forcément. quand même, bon, on va pas tout vous gâcher quand même. Mhm. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans les détails un petit peu plus en profondeur, voilà, et aller jusque dans le méta, parce que c'est vraiment une série très, très, très méta. Mhm. Mais avant toute chose, on va procéder aux présentations d'usage, puisque c'est comme ça que l'on fait chaque semaine. Donc on va commencer par notre invité, Grégoire. Bonsoir, moi c'est Grégoire, donc je suis illustrateur et caricaturiste, un peu comme Greg. C'est un truc de Greg. Voilà. C'est ça. On a collaboré plusieurs fois ensemble, on a fait des BD ensemble dans les rues de Lyon, dans Monsieur Métro, peut-être même qu'on se fera un Monsieur Métro 2, c'est C'est 4. en- Et puis effectivement, il nous arrive de collaborer en caricature tous les deux, les Greg et Greg. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu ce week-end un caricaturiste qui te ressemblait comme deux gouttes d'eau à un mariage. Franchement, C'était où? C'était à un Bécourt, c'est ah, ça? c'est ça, un Bécourt, Il était effectivement. bon ou pas? Ah, il était très bon. Écoute, on a passé la journée à le regarder. Il y avait Ça, juste un c'était pas chauve qui moi. a pas trop aimé sa caricature, mais j'ai bien cru comprendre qu'il y avait toujours un emmerdeur qui n'aimait pas ses caricatures pendant les soirées. Il a fallu que ce soit moi. Donc, en Et ce qui toi me alors, concerne, Pierre? je suis Vas-y. responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et dans un autre univers, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Voilà, voilà. Formidable. Bravo. Et toi, mon Greg, qui es-tu? Dis-nous tout avant qu'on Ah ben commence pardon, je vraiment pensais que l'émission. j'avais rebondi donc sur Grégoire. Ben, donc voilà, moi je suis Greg, je suis illustrateur, je fais de la bande dessinée. En ce moment, je travaille sur mon projet qui s'appelle Cléo, qui sortira chez Albin Michel en 2023. Ça avance petit à petit. Et puis donc, je suis aussi caricaturiste en événementiel. Est-ce que je peux commencer l'émission en vous expliquant un peu le concept d'Umbrella Academy, du coup? Eh ben, Je prends vas-y, le... avec plaisir. Voilà, moi je l'ai résumé ce week-end et je pense que j'aimais bien ma façon de présenter les choses. En fait, Umbrella Academy, c'est un peu comme X-Men qui aurait mal tourné, c'est-à-dire on est un peu dans la même idée de quelqu'un qui... Il y a un événement un peu bizarre qui se passe dans le monde, il y a des bébés qui naissent de manière spontanée et il y 1er a une octobre espèce de... 1989. C'est ça. Il y a un professeur un peu fou qui décide d'aller, comment dire, adopter tous ces enfants spéciaux parce qu'il se trouve que ces enfants sont dotés de pouvoirs. Sauf que c'est pas franchement des pouvoirs très sympathiques comme ça, comme dans les X-Men, comme des ailes ou de la glace ou des machins. C'est des pouvoirs à base de tentacules, de téléportation. C'est un peu fun C'est pas comme les ça. pouvoirs Et les plus non, sexy du monde, oui. voilà, c'est ça.
Et donc, on a ce savant un peu fou qui les a tous réunis dans une école, mais en plus, bah, comme il n'a pas vraiment l'allure du père idéal, il les éduque très très mal. Et en gros, la dynamique générale du truc qui est assez ironique, c'est que il fait une sorte d'école de super-héros pour éviter la fin du monde. Sauf que souvent, donc, cette équipe de bras cassés qui savent pas s'entendre parce qu'ils ont tous été super mal éduqués essaye d'éviter la fin du monde que, en somme, ils vont un peu provoquer par eux-mêmes, quoi. Voilà. Alors, à noter que c'est un comics qui a été coécrit par Gerard Way, donc, qui est le Mhm. chanteur de My Chemical Romance. Voilà. D'accord, très bien. C'est quand même, J'ignorais c'est quand complètement. même pas une petite Ouais, anecdote. Mystique. Euh, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ma question habituelle, le casting. Mhm. Pour moi, c'est un casting très 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 réussi. C'est pas évident d'avoir 7 personnages principaux, enfin 8 on va dire avec le personnage du père, plus en plus, il y a encore des personnages secondaires qui viennent se rajouter à tout ça. Mhm. On retrouve Elliot Page, ex-Ellen Page, donc Mhm. on en parlera à un moment donné d'ailleurs de cette question dans l'émission. Mhm. Euh, c'est pas mis à part elle, il y a pas forcément d'acteurs connus. Enfin si, il y a le gros balèze qu'on retrouvait dans comment ça s'appelle Tom la, Hopper, la série sur les pirates. J'ai complètement oublié là sur Black. d'accord. Pour ma part, il y avait aussi Robert Michael Sheehan qui joue Klaus, Oui voilà. que j'avais connu dans Misfits aussi. D'accord. Qui d'ailleurs jouait, tu sais, Misfits, c'était déjà un truc un peu Un décalé de peu, oui c'est super-héros. vrai. Ils se retrouvaient, ils étaient tous à faire comment ça s'appelle, des services civiques enfin plutôt, pardon, ils étaient condamnés à devoir effectuer des tâches à Londres et puis ils se retrouvaient avec des pouvoirs et c'était vraiment décalé déjà, un peu dans la même sauce. C'est pas étonnant finalement de le retrouver dans ce rôle-là. Et toi Grégoire, le casting, qu'est-ce qui t'inspire? Le casting, il est assez top. Les personnages sont vraiment bien. Dire, ils sont assez caricaturaux, mais ils sont assez graphiques, je dirais. Il y Mm. a le personnage de numéro 5 là, Aidan Gallagher, qui a une tête pas possible, qui a une coiffure Il est pas possible, qui se balade formidable. en Bermuda pendant toute la série, Mm. En culotte qui courte, ouais. en culotte courte, ouais, et ils sont tous à moitié fous quand même, hein, c'est le principe de ces Oui, c'est personnages, ça. ils sont tous barrés. Et sinon, il y a aussi les méchants, enfin les personnages de méchants dans la saison 1, c'est Hazel et Chacha, etc., qui sont assez bien castés, hein, un couple de tueurs comme ça, un peu. Mhm. Ah bah ouais, les personnages sont très réussis dans cette saison, dans cette série, c'est ce qui fait le. Pour moi, Chacha c'est le. qui était joué enfin qui est joué par Mary J. Blige, que je connais en tant que chanteuse de R&B pour moi, et j'étais très surpris de la retrouver là-dedans. Et pareil, moi aussi pour Five, donc au niveau du scénario, pour ceux qui découvriraient la série ou ceux qui iraient seulement la voir grâce à nous, en fait il est casté un peu plus jeune que les autres parce que c'est un personnage qui se déplace dans le temps. Et donc, à un moment donné, il a disparu dans l'histoire et il revient dans l'histoire, mais il a gardé son apparence d'enfant alors que tous les autres ont grandi. Et je dirais que là aussi, du point de vue du casting, au bout de 3 saisons, on peut l'affirmer, c'est quand même assez réussi. Ils l'ont casté jeune, très, très jeune adolescent. Et je dirais que bien qu'il ait grandi, il fait encore bien illusion avec ses petites culottes courtes. Là, bon, il se tient toujours un petit peu comme ça. Ouais, c'est un On peu sent le qu'il. syndrome Michael J. Fox, l'acteur qui ne vieillit pas en fait. C'est ça, c'est ça. Et donc là, dans la troisième saison, on se retrouve avec Elliot Page. Je voudrais Mhm. juste faire une petite parenthèse, comme ça on n'y reviendra pas forcément après dans l'émission. Mhm. On a déjà parlé des fois des sujets sociétaux qui sont abordés dans les séries, dans les films qu'on regarde. On avait d'ailleurs Mhm. souligné à plusieurs reprises que dans Les Éternels, on avait trouvé ça très très bien fait, que c'était avec beaucoup de pudeur, qu'on avait un personnage qui était homosexuel, un autre qui était sourd. Là, en Mhm. l'occurrence, il y a eu une transition de sexe pour Elliot Page. Et là, de la même façon, dans la série, c'est amené. Ils en parlent quand même. Ils font pas l'économie d'en parler. Je pense que ça aurait été compliqué de ne pas du tout l'aborder, de faire genre on claque des doigts et on n'en parle pas, on met ça sous le tapis. Mais c'est fait Mhm. vraiment très discrètement. C'est une petite scène qui dure 2 minutes à peine dans un épisode et on n'y revient pas.
Mais c'est On y, plus, on, c'est pas trop un sujet, hein. on n'y revient pas, et justement, je trouve que la beauté du truc, c'est que ça n'est pas un sujet parce que les personnages principaux n'en font pas un sujet tant que ça. Exactement. Je peux pas en parler maintenant, mais ce serait plus dans la partie spoiler, mais il y a à un moment donné des dialogues qui font état de l'acceptation générale des personnages envers ce changement, et j'ai trouvé ça plutôt bien amené. Et c'est vrai que sur la question anciennement son dead name Ellen Page, on le savait déjà, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup milité et qui à un moment donné avait déjà fait son coming out il y a quelques années en disant je vois pas pourquoi, parce que je suis actrice à Hollywood, je devrais me voiler la face et continuer de faire semblant que parce qu'il il faut être hétéro. Non, je suis homo. C'était déjà, là on peut en parler, donc son personnage dans la saison 2, c'est déjà ce qui lui arrivait, hein. Elle avait une romance d'abord dans la saison 1 avec un homme, puis dans la saison 2 avec une femme. Et là, effectivement, je me suis posé la question, moi, de comment ils allaient réaliser ça, c'est-à-dire, est-ce qu'ils allaient profiter du scénario, du fait qu'il y avait des fois des changements de dimension, de temps, d'univers, pour justifier ce changement-là. Et en fait, non, c'est vraiment amené par un choix du personnage, et j'ai trouvé que c'était la manière la plus adéquate et la plus pudique de le faire, en fait. Le personnage de Vanya devient Victor au même moment où l'actrice devient l'acteur Elliot Page, et je trouvais ça vraiment très bien. Et toi, Grégoire, ton impression sur ce passage? Alors, ce passage, bah, effectivement, ils l'annoncent dans une scène au début. Ils y reviennent quand même deux, trois fois, le temps qu'on l'intègre bien, en fait, et que ça pose pas de soucis. Et après, moi, j'ai noté, parce que je viens de me retaper toute la saison 1 et 2 avec ma fille, qu'ils ont changé au générique, ils ont changé son nom, même dans la saison 1 et 2. D'accord. D'accord. Ils l'ont appelé Elliot Page, ils ont changé tous les génériques pour intégrer le Ah bah changement de l'acteur d'acteur. Juste c'est une toute petite intéressant. parenthèse, j'avais commencé à regarder la saison 3 en français parce que je faisais autre chose en même temps. Et j'ai très vite changé parce que autant tous les autres doubleurs sont très justes, dont numéro 5 qui est formidablement bien doublé en français. Mhm. Autant celui qui a été choisi pour Elliot Page, enfin, il est insipide, c'est dommage quoi. C'est dommage que. C'est-à-dire, ils ont pris un doubleur garçon pour Ils ont doubler pris un Elliot doubleur Page? garçon, Ah, ça en l'occurrence, c'est... c'est pas choquant. En D'accord. soi, ce qui est dommage, c'est juste que la voix, elle est, enfin voilà, elle apporte absolument rien. Elle est monotone, monocorde. Bon voilà. Est-ce que Je me permets c'était, de reposer la oui. question, pas que j'en fasse un cas, c'est personnel, mais il y a eu changement d'une actrice vers un acteur pour Elliot Page Tu veux pendant la dire série? dans le doublage? Oui. Oui, oui, Ouais. c'est ça. Oui, oui, ils ont changé le doubleur dans la Ils ont VF. changé de doubleur. Du moment où elle va. D'accord, C'est bon, ça. c'est étonnant. Ok. Bah écoute, Voilà. d'accord. C'était la petite fin de la parenthèse. Alors, tu commençais l'émission en faisant la description de la série. Je crois qu'il y a une thématique qui est très très forte au-delà du fait que ce soit une série de science-fiction. Mhm. C'est que c'est une série sur la famille en fait, hein. Mhm. Sur les familles, pas forcément les familles recomposées, hein, même si forcément c'est par définition une famille recomposée, mais c'est quand même Mhm. sur les dysfonctionnements qu'on peut retrouver dans tous les types de familles, hein, qu'elles soient recomposées ou pas, quoi. Mhm. Je vois. Bah, pour ma part, sur la question je sais pas comment définir cette structure narrative-là, mais je ferais presque un parallèle avec Stranger Things pour moi. C'est pour moi, comment dire, les trois saisons sont fabriquées de la même manière. C'est qu'il y a un événement de début de saison qui fait qu'il y a une discorde qui est générée, et on doit regarder la saison pour voir la famille Se s'entendre recomposer, et oui. travailler de concert à la fin. J'ai pu penser au moment de la saison 2 que c'était un petit peu plus factice et un petit peu plus provoqué, et me dire, bon, bah, je regarde encore la même chose en ayant le sentiment en plus que tout le monde était un peu détestable. Et là, ben, malgré tout, je sais pas si ça vient du pitch de cette saison-là, on y reviendra. On n'a pas pitché cette saison-là, mais le fait qu'il y ait l'opposition de deux familles, j'étais un peu plus emballé. Et j'avais beau être sur des rails et savoir ce à quoi je m'attendais, je ne voyais pas comment ils allaient en arriver là, et j'étais spectateur
conquis pour savoir comment ils allaient pouvoir s'entendre cette fois, comment ils allaient travailler de concert. Et ce nouveau line-up, cette nouvelle famille, toi, Grégoire, t'en as pensé quoi? Les acteurs, etc. Nouvelle famille Ça de t'a la saison inspiré? 3. Oui. La Est-ce que nouvelle tu veux famille de la- nous expliquer un peu la saison 3, Grégoire, peut-être? Alors, dans la saison 3, il y a dans la saison 1, alors on peut spoiler un peu la saison 1 et On y 2 ou va pas? Vas-y, rapidement, oui, vas-y. oui. C'est en fait, à chaque fois, la saison se finit sur une fin du monde dans la saison 1 et ils se projettent dans le temps. Et ça s'arrête là, la saison 1. Et dans la saison 2, ils arrivent à Dallas dans les années 60 et pas au même moment. Et c'est comment ils se retrouvent. Il y a eu un événement particulier à Dallas dans les années 60. C'est pour ça que j'aime bien la saison 2. À chaque fois, Ouais. j'en discute avec des gens. Les gens me disent la saison 1, ouais, la saison 2, un peu moins bien. Et moi, j'ai bien aimé justement toute cette mise en contexte historique. Mhm. Et à la fin de la saison 2, comment ils se retrouvent là? Oui, ici, ils rentrent Il chez, rentre à chez la eux, maison, on va dans dire. leur maison d'enfance, C'est ça. dans leur château, là. Après avoir croisé leur père dans les années 60, avant qu'ils forment la Umbrella Academy, en Oui, se oui, voilà. présentant à lui, en disant on a besoin de votre aide et tout. Et donc, effectivement, ils reviennent dans le présent. Et là, il se passe un truc. Ils reviennent dans le présent et la maison dans laquelle ils ont grandi et dont ils sont les enfants est déjà occupée par d'autres enfants, d'autres super-héros comme eux, qui ont La l'air à peu Sparrow près Academy. Sparrow Academy et ils ont l'air à peu près aussi dysfonctionnels qu'eux. C'est ça. Voilà. Et avec les mêmes éléments, la même mère, entre guillemets, le même singe, Le même majordome euh, singe, ouais. Oui. majordome singe. Oui, d'ailleurs, je sais pas, enfin voilà, vraiment le même univers, mais juste c'est plus chez eux, c'est plus eux les super-héros, enfin les héros du truc. C'est ça. Ouais. Et Ouais, avec c'est le début de la... petit élément perturbateur supplémentaire, c'est que dans l'ancienne équipe de la Umbrella Academy, il y avait le septième enfant qui était décédé, Ben, qui habitait dans l'esprit de Klaus en tant que fantôme et qui s'était sacrifié, même son fantôme s'était sacrifié avait pris corps et s'était sacrifié au sein de la saison 2. Donc Ben avait disparu. Définitivement, pensait-on, mais quand ils arrivent dans le nouveau présent, où il y a la Sparrow Academy, et ça c'est une originalité en l'occurrence de la série, c'est pas présent dans le comics, en fait, un autre Ben, donc très différent, et fait partie de la Sparrow Academy. Et donc toi, tu l'as lu le comics? Moi, j'avais lu quelques recueils. D'accord. J'avais pas souvenir de la Sparrow Academy, donc je suppose que je suis même pas sûr d'avoir lu Dallas. Je suppose que j'avais vu ce qui correspondait à peu près à la première saison. La première saison, pour moi, elle est très hyper fidèle. Si ce n'est que en termes d'effets spéciaux, de moyens, à l'époque de la première saison, Vania n'était pas aussi, comment dire, par exemple, dans le comics, Vania, elle est vraiment complètement blanche, tu vois, elle a pas d'habit, elle a un violon, elle joue toujours du violon. Le violon, c'est son outil pour avoir des super pouvoirs, donc c'est un peu différent de la Vania qui est dépeinte dans la série, mais en tout cas l'ambiance est vraiment exactement celle-là. Quand j'ai regardé la première saison, là, je me suis dit c'est vraiment très fidèle et très réussi par rapport aux comics. Si ce n'est, euh, je dis ouais, j'ai eu beaucoup de mal à être en empathie avec les personnages en l'occurrence moi dans la série parce que je les trouve tous un peu détestables. Voilà. D'accord, d'accord. Grégoire, par rapport aux autres films de super-héros, ou plutôt aux séries, on va dire, de super-héros même, ou aux films, on peut le dire, tu le situes où, toi? Tu le situes dans quel état d'esprit? Est-ce que c'est comparable à quelque chose qui existe déjà, pour des personnes qui l'auraient pas vu? Je suis pas un grand spécialiste des super-héros, c'est pas forcément Alors, mon ou univers, mais alors, même sans ça, est-ce que pour toi, est-ce que tu imagines une œuvre, même pas forcément de science-fiction, qui se rapproche de ça ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est tellement original qu'on l'a jamais vu ou... c'est assez original. Après, les super-héros, quand je dis que je suis pas un spécialiste, j'avais quand même une petite culture, mais les super-héros un peu déjantés, c'est pas non plus une nouveauté. Enfin, ça fait des années qu'on traîne Batman et ses névroses, et là, ils sont tous névrosés. Juste, c'est l'idée de les réunir en famille.
et d'avoir des super-héros avec des pouvoirs un peu pourris quand même, parce que celui qui voit les morts, ou enfin, il y a des trucs enfin, qui paraissent un peu pourris comme ça, quoi. C'est assez marrant. Après, c'est pas. Il y a une autre série de super-héros, moi, que je suis, que j'aime beaucoup, c'est The Boys, Effectivement, on en et fera une émission qui est dessus. vraiment là sur le. Voilà, ce qui est sur le mythe et l'image du super-héros et le rôle du super-héros. Là, c'est des personnages qui ont des super-pouvoirs et qui savent un peu pas trop quoi en foutre à part créer la fin du monde, quoi. Oui, et puis il n'y a pas forcément. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on reste vraiment dans un microcosme. La saison 3 c'est presque un huis clos. Voilà. Et Oui. il y a pas de message qui est véhiculé, il n'y a pas de message politique, il n'y a pas de message forcément religieux ou que sais-je, ou scientifique sur l'environnement, des choses comme ça. On est dans du pur divertissement, là, pour le coup, avec cette série, hein. Oui, et puis Oui. il y a un... Pardon, vas-y, Grégoire. Non, oui, non, non, c'est-à-dire, oui, il n'y a pas de message. Le message, il est sur les personnages et sur la famille, les traumatismes et leur rôle les uns par rapport aux autres. Il est, voilà, Il y a un ça, côté un peu décalé, je dirais, moi, à cette série-là, parce que finalement, ils sont tous là à vouloir empêcher la fin du monde, et on parle vraiment de fin du monde, hein, c'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à l'empêcher, la Terre disparaît, mais on a l'impression que c'est un peu, non seulement les seuls qui s'en soucient, parce que les autres, limite, ils pourraient voir le cataclysme arriver devant leurs yeux, ils ne le verraient pas. D'ailleurs, on ne suit pas, tu sais, j'avais fait la remarque sur certains Marvel au niveau des Éternels et tout, on ne suit pas de personnages hors complot, hors fin du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment que les acteurs de la fin du monde et ceux qui essayent de l'empêcher. On n'a pas l'histoire d'humains, enfin, on en a quelques-uns dans la saison 2 à la limite. Mais c'est vrai que la saison 3 c'est encore pire, on est vraiment dans le huis clos. Et il y a des gens qui disparaissent presque sans s'en apercevoir, en fait. C'est-à-dire que la fin du monde arrive, ils font. Ils n'ont même pas de réaction, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. en même temps, à part les personnages, personne ne sait qu'il va y avoir la fin du monde. Oui, mais à un moment donné, ça c'est très visible, quoi. Ça Effectivement. Non, la commence. Oui, saison 3, oui, on peut pas le. voilà. On va pas trop le dire, on va pas trop rentrer dans Non, les détails à ce moment de l'émission, mais effectivement, c'est on ça. en est là. Ah, Vas-y, vas-y, vas-y. ce que j'ajouterais sur la série, je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'il y a quand même une ambiance particulière. Et quelque chose qui est impossible à faire en comics et qui est vraiment apporté par la série, c'est la dimension musicale de la série. Oui, Qu'en oui, pensez-vous? oui, il y a un Là, on est un peu accompagnement. comme. Oui, vas-y, Grégoire, pardon. Pardon, ouais, on est un peu comme dans Stranger Things, on joue beaucoup sur les morceaux des années 80. Pas forcément les tubes, là, on est plus dans les morceaux un peu pas de seconde zone, mais des trucs qu'on a entendus, mais qui n'étaient pas non plus les tubes absolus, et qui viennent rythmer ça. Dans l'image aussi, on est très années 80. On n'est pas loin de Stranger Things, un peu dans l'univers, avec des personnages beaucoup plus comics Déjanté. en fait. Hmm. Ouais, Oui, comics, déjanté, ouais, beaucoup plus. c'est le mot, ouais. Ouais, La- voilà, ouais, la- D'après moi, la direction artistique est très très réussie. Le manoir de la Sparrow Academy ou Umbrella Academy est vraiment, on sent, ça sent le vieux métal, ça sent le parquet, le parquet ciré. Il y a des éléments de partout. Ils écoutent la musique sur des tourne-disques. On sent la patine du temps en fait dans cet endroit-là. Et la bande originale va avec ça. Et je pense, pour moi, hein, les scènes cultes qui relient les personnages sont souvent musicales. Dans la première saison, c'est vraiment un tube des années 80. Et comme tu dis, c'est pas le tube hyper canon des années 80. Ils ont ressorti un truc un peu caché, mais vraiment avec qui est caricature de cette époque. Et on les voit en fait au moment où ils s'entendent plus du tout. Chacun est dans sa chambre entre guillemets, où il y en a un qui est dans le salon et tout. Et donc il y a Luther qui met un disque quelque part et qui se met à danser tout seul dans sa chambre et tout le monde l'entend et chacun danse dans une pièce différente. Et je crois qu'en fait c'est quand je parlais du fait que les personnages étaient détestables, c'est parce qu'ils sont détestables entre eux. À un moment donné, il y en a aucun qui tombent d'accord. Faut dire que c'est pas complètement idiot puisque ça se fait au moment d'un deuil, au moment de la lecture d'un testament. Donc on sait tous comment ça se passe, hein, les frères, les sœurs, tout ça. Chacun a envie de prouver que c'est lui qui a le plus souffert de sa relation avec ses parents.
Et en fait, on s'aperçoit qu'en lançant un petit morceau de musique, et ben en fait, voilà, ils ont fait la fête ensemble quand ils étaient gamins et ils dansent tous ensemble, mais chacun de leur côté. Et je crois que c'est ça que la dimension musicale de la série amène. C'est, on a envie de les voir finalement danser ensemble, on a envie de les voir, même dans les années 60, à un moment donné, il y a une scène dans un salon de coiffure comme ça, vintage, où ils se mettent à danser en musique. Ça fait plaisir de les voir, en fait, ça fait plaisir de les voir s'amuser ensemble. Effectivement, l'esthétique générale de la série, et je vais commencer déjà à donner ma conclusion de cette première partie sans spoiler. L'esthétique générale de cette série, que ce soit audio ou vidéo, est très attrayant pour qui aime ce genre en fait, hein. Et c'est toujours, ça peut être grave sans être plombant en fait, voilà. On se laisse porter par ces histoires totalement farfelues. Et c'est un petit peu là après où on arrive un peu aux limites de ce genre d'exercice. C'est-à-dire que si la science-fiction, si les histoires, on va dire, pas scientifiquement correctes, enfin, ne vous plaisent pas, c'est pas du tout une série pour vous. Voilà, il n'y a pas énormément de réflexion, c'est beaucoup d'action, beaucoup de délire méta qui part dans tous les sens. Et c'est en ça aussi qu'une des grosses qualités de la série, c'est qu'elle est totalement imprévisible. C'est qu'on ne Mm. sait pas ce qui va se passer d'un épisode sur l'autre. On a parfois des indices, j'en parlerai dans la dans la partie spoiler, ou en tout cas j'ai cru déceler des indices, du foreshadowing comme on dit. Après, une dernière chose, et moi je finirai mon avis là-dessus, c'est que par contre c'est une série qui peut très vite vous perdre. C'est-à-dire en ce qui me concerne, j'ai très peu de souvenirs des deux premières saisons, tellement il se passe de choses, tellement il y a de rebondissements, d'imbroglio scénaristique. Quand j'essaie de me les remémorer, c'est très difficile. Alors, je vais voir sur YouTube ou sur Netflix des résumés des saisons précédentes, ça me revient. Mais de but en blanc, quand je me suis dit, bien, qu'est-ce qui s'est passé au fait, dans les saisons 1 et 2, j'avais les grandes lignes en tête, mais très très difficile pour moi de me rappeler des détails. Ah, c'est marrant. Et toi, Et tu- donc ton avis, Grégoire, sur la série en général, sur cette saison 3 peut-être en particulier, sans rentrer dans les spoilers, on en parlera après. Bah, sur les saisons 1 et 2, moi je m'en souviens bien parce que je les ai revus récemment avec ma fille, donc ça m'est assez vite revenu. Et c'est vrai que, mais par contre, c'est vrai que c'est très très dense et que ça part dans tous les sens. Et c'est la grande qualité de la série. Dans les deux premières saisons, en tout cas, c'est vraiment que ça passe d'un lieu à l'autre, ça saute dans le temps, ça saute voilà, il y a des tas de scènes, il y a des tas de scènes, comment dire, très chouettes, très graphiques, des scènes sur la route, enfin, ça saute tout le temps d'un truc à l'autre. Et voilà, c'est ce qui fait l'intérêt la saison. Après, effectivement, le côté, oui, c'est qu'on est complètement dans de la fantaisie. Il n'y a pas du tout voilà, faut pas chercher un rapport à la réalité, parce que même les années, ça se passe quand? Ça se passe en 2019, je crois, au début. Oui, Euh, c'est censé se passer en 2019, il n'y a pas un téléphone portable, enfin on est dans un univers fantasmé, on est Oui, complètement. Ouais. voilà. je suis assez d'accord avec toi. J'essayais de qualifier à la manière du steampunk, tu sais, où on se dit c'est du rétro-futuriste à partir du moment où on serait resté à l'âge de Voilà. la vapeur. J'ai l'impression que là, on est dans une sorte de 90, d'années 80 punk, quoi, tu vois, un truc, un rétro-futuriste qui serait resté un peu bloqué dans les années 80, tout en ayant les vieilles bicoques et parce que donc le papa, pardon, alors j'ai plus, comment il s'appelle, je ne sais plus, Reginald, là, Sir Reginald, celui qui les a adoptés, oui, il les Ouais. a un peu laissés dans ce truc un peu, je sais pas, colonial, je sais pas je sais pas comment le définir. Et en même temps, ça Oui. s'explique en fait quand on voit le développement du personnage. Et pour ma part, voilà, moi, je suis pas trop comme vous au niveau des rebondissements parce que certes, il y a des rebondissements, mais je vois quand même, on va dire
la promesse, elle est définie très rapidement. Et bon, alors, il y a la fin du monde dans 7 jours. Comment on fait pour empêcher la fin du monde dans 7 jours? Et pendant 7 jours, ils s'engueulent. Voilà. Pendant 7 jours, ils C'est s'engueulent à peu parce que près si toi, ça. t'avais pas fait ça, et si toi, t'avais rangé les couverts la dernière fois, et si c'était pas moi qui avais débarrassé la table à chaque fois, nanana, tu vois, vraiment des petites querelles familiales et tout. Et je dis, pour moi, il y a vraiment cette structure narrative qui pourrait me dégoûter un peu, mais plus parce que j'ai pas envie de voir des gens, des familles s'engueuler. Honnêtement, c'est pas le programme que je rechercherais. Mais tout ça est enrobé dans une direction artistique fabuleuse. Et puis dans un package, moi c'est Umbrella Academy, ça fait partie des choses un peu à la manière des films de Tarantino où j'écoute les BO ensuite. Je sais pas si c'est vous, si c'est votre cas ou pas, mais la compilation le panachage des chansons qui passent dans le show font que je les écoute facilement et qu'elles accompagnent mes journées de travail. Oui, et je vous posais la question, enfin surtout à Grégoire tout à l'heure, de savoir si ça vous faisait penser à d'autres séries. Moi, ça m'a fait penser à The Preacher, qui était D'accord. un petit peu dans cet état d'esprit, justement, avec un petit côté méta, et puis aussi le rappel des musiques des années 80, 90, ou même avant. C'est la seule comparaison qui me venait à l'esprit de ce type de série. Et au contraire, je trouve qu'on est du coup, pour le coup, loin d'un Stranger Things ou The Boys, encore plus loin pour le coup, qui est totalement à l'opposé, puisqu'il est tellement politique, etc. Voilà. À la fois, le décalage fait que moi, je dirais que c'est le Umbrella Academy, c'est à X-Men ce que The Boys est au DC Comics, quoi. Tu vois, c'est une lecture un petit peu parce qu'il y a quand même aussi de la violence graphique. Oui, Ils y vont fort, quoi, dans la série. effectivement. Et c'est sur ce mot que l'on passe tout de suite à la partie spoiler. Alors, on peut tout spoiler la saison 1, la saison 2, la saison 3 et peut-être la saison 4 parce qu'on a quand même une fin ouverte. Alors, j'espère que vous êtes restés après le générique, parce qu'il y a une petite scène après, voilà, Oui. qui nous dit pas grand-chose. Enfin, en tout cas, moi, Oui, elle m'a il pas y avait appris un QR grand-chose. code caché même, mais le QR code amenait juste à des fonds d'écran. Bon, c'était pas. Ou non, des tatous, des modèles de tatous, je crois, un truc comme ça. Qui Ah oui, souhaite parce que la ouvrir petite les... scène, elle est Voilà. pas, elle ouvre pas sur grand-chose quand même. C'est un... Alors, si ce n'est, j'ai lu un petit peu, ça fait partie des scènes, on voit direct dans la toute fin, mais apparemment, il y en a qui disent que c'est un autre Ben encore. Oui, c'est ce que je me suis dit. Que C'est un ce peu serait ce que je me suis le dit. Ben pas mort d'un autre futur, mais pas celui que l'on a. Pas le méchant, quoi, pas celui de la Sparrow Academy, quoi. Là, j'ai perdu le fil. Oui, tu disais les spoilers, on peut tout spoiler, y compris la saison 4. Oui, apparemment, on termine la saison 3 sur une nouvelle résolution. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est que finalement, c'est un peu la dynamique de la série. Chaque résolution de fin du monde les plonge dans un nouvel univers qu'ils n'ont pas contrôlé du tout et dont ils sont les seuls témoins. Finalement, ils sont les seuls à avoir connaissance de l'ancien univers dont ils arrivent et de nouveau dans lequel ils débarquent. En fait, ils s'aperçoivent rapidement, a priori, que ils ont empêché la fin du monde, mais qu'il y en a une encore pire, parce que pire que la fin du monde, il y a la fin du monde catastrophique plus qui peut arriver. Et voilà. Après, moi, je trouve que c'est presque. Franchement, moi, j'ai passé la deuxième saison à me dire, c'est bon, il y a personne à rattraper, qui crèvent tous, quoi. Donc, là, finalement, j'étais assez content de cette saison 3 pour ça. Parce que tu les aimes pas, les personnages. Oui, Tu les trouves. j'ai du mal. Je les aime mieux. Je les aime mieux maintenant, mais en fait, je les aime pas dans leur manière un peu totalitaire, d'en vouloir de manière absolue du jour au lendemain aux autres. Tu vois. Là, pour moi, le personnage qui joue ce rôle-là dans la saison 3, c'est comment dire Allison. Allison, qu'on a vu comme quelqu'un de plutôt humaniste avant, elle vit un drame, hein, certes, elle a perdu, sa fille, son mari, elle a perdu sa réalité.
et elle se retrouve juste parce qu'il y a eu un petit mensonge de la part de Victor, il y a eu un petit truc qui lui a été caché pendant 2 minutes de plus que les autres, et non, elle en veut à jamais. Elle est détestable dans cette saison. Eh ben pour moi, voilà, à chaque saison, il y a des personnages qui sont détestables, vraiment détestables. Ils sont pas rattrapables. Et là, désolé, mais j'y vois un peu une ficelle scénaristique. Si vraiment, malgré les excuses, malgré les explications, malgré le fait que Victor soit trop adorable, et quand même, je veux dire, 2 épisodes plus tôt, elle lui disait, mais tu sais, Victor, moi, je t'aime tellement, je te ferai jamais rien. Et puis après, non, ils sont impossibles à réconcilier. J'ai du mal à y croire. C'est bête, hein, mais Ouais, je te Ça, rejoins c'est là-dessus. Pardon, Greg. moi, je vois ça oui, dans la saison 3, effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je trouve que le personnage d'Allison là, il devient vraiment extrêmement désagréable et moins aimable. Les autres, sinon, je trouve qu'à travers leurs défauts, ils sont toujours rattrapés, moi, dans les autres saisons. Il y a juste vraiment là, dans cette saison-là. Et après, sur la fin aussi, moi, je trouve pas que ça soit vraiment une fin ouverte. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que là, la série, elle peut s'arrêter au bout de Moi, trois. Là, tu as c'est une le sorte de, sentiment de que j'ai eu. boucle. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai eu le mais sentiment. moi, alors je vais faire la synthèse de vos deux avis. Je pense que ça peut être les deux. C'est une fin où effectivement on découvre que le papa, donc Reginald, n'est pas. Il y a un nouveau Reginald. Il est en haut d'un grand building qui dit ça a l'air d'être le roi du monde. Ça pourrait être une sorte de fin idéale puisque ils n'ont plus leur pouvoir à la fin dans cette saison-là. Mais pour moi, le fait que on voit effectivement qu'il y a un autre Ben, le fait que des petits détails comme ça où on se dit c'est pas forcément fini, et surtout le fait qu'on voit ce Reginald qui était à nouveau assumé comme étant le grand méchant de comment dire, de la saison 3 avec un plan à exécuter, quitte à ce qu'ils meurent tous au passage. Donc on sent que c'est même pour ça qu'il les a recrutés dès le départ. Et d'ailleurs, on nous explique, hein, on voit à un moment donné, il se fait couper un morceau de la tête, on voit que c'est une sorte d'alien, que c'est pas un être humain. Là, C'est on le peut-être voit un en maître du reptilien. monde. Oui, c'est ça, ça peut. Et j'ai vraiment vécu cette fin comme ça peut autant être une fin s'il n'y a pas de suite, comme autant une ouverture pour maintenant qu'ils ont plus leur pouvoir, ben, comment ils vont faire pour réussir à contrer les plans de ce Reginald-là. Oui, moi je disais ça aussi parce que ça résout un arc qui commence à la première saison. La C'est-à-dire première l'histoire saison, oui, tout à du fait. père. L'histoire du père, il y a des petits indices dans la première saison, dans la deuxième aussi, Mm. d'où il vient. Il vient d'un truc, on ne sait pas, il y a des champs, il y a des machines, ça peut être une autre planète, un truc comme ça. Il a sa femme qui meurt, enfin l'amour de sa vie visiblement qui meurt, et il part pour la retrouver. Et là, dans la fin, on la voit, elle est avec lui dans cet immeuble. Donc voilà, toutes les 3 saisons auraient juste d'accomplir son plan, quoi. Oui, Servirait à il y a ça. Donc d'autres ça ferait séries une. qui fonctionnent comme ça, par exemple la série 24 heures, ou qui fonctionne par arc de 3 saisons, et à chaque fois, les trois saisons peuvent fonctionner entre elles, quoi. Mm. Disons que Là, ça là, fait un, en tout cas, ça fait un arc, quoi. Ça fait une. pour moi, le petit supplément d'indice tout de même, c'est que ils auraient mis Reginald dans la maison de l'Umbrella Academy, dans un rocking chair, avec la maman, enfin avec sa femme toujours en vie, et puis tout va bien, il fume sa pipe et tout est heureux, très bien. Mais là, ils l'ont quand même mis Oui. en haut de la Shinra, en haut d'un Ouais. immeuble de 100 étages, en A- disant attention. Avec tous les immeubles qui portent son nom autour, d'ailleurs, hein. Quand le zoom se rapproche de lui, voilà, Il est maître de son monde, là. Il a Exactement. créé son monde. D'ailleurs, ça va bien avec le côté qu'il y a dans cette saison 3 qui est très jeu vidéo par rapport aux autres. Il y a tout cet hôtel fermé, ce monde qui se détruit, cette espèce de plateforme et tout. Il y a une ambiance très, ouais, très univers de jeux vidéo. Et ouais, ça va bien avec, je trouve. C'est le. Exactement. Et alors pour faire un petit aparté, je me suis un peu renseigné là, avant que l'émission commence. C'est pas pour rien que j'avais pas lu l'équivalent de la troisième saison, c'est que les comics en fait étaient publiés en 2007 et 2008. Il y a eu Dallas ensuite en 2008 et la partie Hotel Oblivion, donc celle qui est adaptée dans la saison 3, elle est sortie en 2018 en comics. Donc d'accord. Et il y a une suite de coups ou pas?
Pour le moment, je ne vois pas. Une quatrième série est en cours de développement, mais aucune date n'a encore été communiquée. Donc, D'accord. Ce qui veut dire qu'on n'est même sous-entendu, pas sûr d'avoir une quatrième saison tout pour tout de suite. c'est ça. Soit ça fait comme Game of Thrones, et puis ils partent un peu en live d'eux-mêmes, parce que finalement, l'adaptation, là, c'est ce qu'ils disaient, c'est que l'adaptation de la saison 3 était beaucoup plus libre, notamment avec la Sparrow Academy. Par exemple, l'opposition dans le comics Sparrow Academy contre Umbrella Academy n'existe pas. C'est vraiment, ils interviennent comme l'équipe de super-héros régulière en complément. Il n'y a pas d'opposition les uns contre les autres. On était sur. J'ai encore perdu le fil là, je sais pas. On était sur Deux fois. sur les spoilers, la fin. Qu'est-ce que nous inspirait la fin? Est-ce que ça donnerait lieu à une saison 4 ou pas? Et Mais non, on a dit pas mal de choses là-dessus. On a dit effectivement que ça, en tout cas, ça pouvait s'apparenter à une fin fermée. Moi, je dirais que j'ai un petit peu été toute petite déception de la saison 3, que c'est que j'aimais beaucoup voir la sorte de société secrète là qui essaie de réparer les choses, enfin, oui, et qui empire là, parfois même les il n'en choses. reste plus Il en grand-chose, reste ouais. plus grand-chose et moi c'était un petit peu ma déception de cette saison 3. J'aimais bien ce côté-là, j'aimais bien ces personnages, j'aimais bien le côté décalé des installations, on savait pas trop si c'était futuriste, si c'était rétro, dans quelle temporalité ils existaient. Ils m'ont manqué là, ils m'ont manqué dans cette saison 3. Ouais, ils l'ont un peu plus expliqué là, et c'est vrai qu'on sent qu'ils ont mis un peu un coup de pied dans leur concept, puisque là, ils sont dans un univers où les valises de déplacement dans le temps ne fonctionnent plus. Ce qui peut s'expliquer puisque ils sont censés rester bloqués dans cette dimension-là où le futur a changé. Donc s'ils arrivaient encore à voyager dans le temps, ce serait un beau cirque. Mais ils y font quand même un tour et j'ai trouvé ça intéressant l'épisode dans lequel ils viennent parce que je ne sais plus si c'était aussi officiel que ça, mais j'avais pas compris à quel point cette société-là était indépendante du temps. C'est-à-dire que dès lors qu'ils rentraient dedans, il y avait plus de passé et d'avenir. En fait, ils étaient vraiment à l'abri des fluctuations et à l'abri du multivers, en fait, finalement. Il y a un petit côté Doctor Who dans C'est cet vrai. épisode-là d'ailleurs, où il retourne là, on spoil là, hein, où il se Hmm. voit lui-même vieux Je... et comme éventuellement fondateur du truc. Donc là, il y a aussi plein d'ouvertures là-dessus. Mais c'est vrai que la commission elle manque et puis son lot de méchants aussi manque un peu. Moi, j'aimais bien les méchants de la commission qui étaient assez humains, que ça soit, enfin, qui étaient très caricaturaux, mais que ça soit Azel et Chacha ou que ça soit même les Suédois dans la saison 2 où il y avait des Oui. trucs comme ça. Là, voilà, les méchants, c'est la Sparrow Academy. Enfin, du coup, il y a moins de personnages comme ça qui arrivent qui sont un peu décalés, là, sortis de leur univers des années 50 de science-fiction. Là, Il y a moins c'est de un peu de troubles nouveau. Enfin, faits. moi, j'ai regretté ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, il y en a un personnage mystérieux qui arrive et qui est pas forcément qui on s'imagine. Hein, c'est le vieux qui écoute des cassettes là. Hein. On met un temps avant de comprendre que c'était donc. Je suis en train de chercher son nom là. Vraiment. Arlan. Oui, Arlan. Ah, voilà, oui, c'est Arlan. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça Et c'est vraiment un rebondissement que j'ai beaucoup apprécié dans cette saison 3, assez inattendu, oui, Oui, notamment, non. bien senti, hein. oui, notamment sur le fait que toutes les mères. Moi j'ai bien aimé finalement j'ai trouvé ça plus riche la quête. Notamment le fait que ce soit Klaus qui l'entreprenne, hein, finalement, d'aller chercher qui était sa mère, d'aller découvrir ses pouvoirs réels, et même j'étais très enthousiasmé par le fait que qu'il se retrouve finalement à partir avec son père et à réparer un peu les erreurs du passé, et son père révèle la vérité, c'est que, enfin, lui révèle par la douleur, c'est-à-dire que son pouvoir n'est pas de communiquer avec les morts ou de voir les fantômes, son pouvoir c'est d'être immortel. Et de pouvoir jouer au ballroute. C'est ça, pas de route, et de se faire renverser en boucle par des camions. D'ailleurs, c'est là qu'on se dit quand même que alors bien sûr, la série n'est pas réaliste, et on va me dire, mais pourquoi tu regardes des trucs de super-héros si tu veux voir du truc réaliste? Certes.
Mais quand même, on a une scène à un moment donné où Klaus se fait renverser en boucle par des bagnoles, et donc les bagnoles ont tracé la route, Les les gens gens ont s'arrêtent continué. pas. Je veux Surtout dire, quand il rebondit entre la voiture et le camion. c'est ça, et les pare-brises pétés. Non, c'est pas grave, les voitures continuent leur route tout à fait normalement. Il n'y a pas les secours qui ont été appelés, jamais. On est vraiment dans une série très décalée, hein. Oui, à nouveau Oui, huis il y a clos tous les où on voit personnages de pas l'histoire les. qui vivent. J'ai pas entendu Grégoire, pardon. Tu dis? Il n'y a que les personnages de l'histoire qui ont une vie. Il n'y a pas Oui, de, c'est il y a pas ça, de c'est ce que personnages j'allais dire. secondaires qui passent dans le champ, quoi. C'est du. Oui, ils s'arrêtent jamais dans un café pour boire un coup et voir d'autres gens. On voit personne. Les autres personnages sont des ombres d'une certaine façon, quoi. Mm. D'ailleurs, Grégoire, tu t'es qualifié tout à l'heure d'illustrateur en préambule, mais tu écris aussi du scénario. Est-ce que toi, tu en tires un enseignement, ça, du fait de pouvoir écrire quelque chose dans lequel finalement on se préoccupe assez peu de ce que les gens auront pensé, tu vois, de ce que le passant dans la rue, en assistant à quelqu'un qui se fait renverser ou vraiment qui regarde la fin du monde sans même s'en soucier. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu trouves que c'est comment dire, une facilité scénaristique ou bien au contraire c'est quelque chose d'assez assumé dans le décalage? Non, je pense que c'est assumé, mais parce que là, t'es dans une série, tu as de l'action tout le temps. Tu es tout le temps dans Mhm. l'action. Et quand tu as des scènes d'action, tu t'arrêtes pas sur les passants, sauf s'ils ont un effet humoristique ou un effet de. Sauf s'ils témoignent de quelque chose. Mais là, ça se passe vraiment entre les personnages. Après, moi, je serais incapable d'écrire un truc comme ça, mais Mhm. j'adorerais. Mais tu vois, si je devais faire un élément de comparaison, et Pierre, je vais te relancer là-dessus, c'est il m'est arrivé, moi, de regarder des films d'ici, d'ici, pas de d'ici de là où on est, de DC Comics, DC Comics. en me disant, mais mince, tu regardes Man of Steel, par exemple, où il y a des buildings qui s'écrasent, et vaguement, t'as Perry, celui du... Il y a deux personnes en bas qui essayent de slalomer entre les immeubles qui tombent. Et puis finalement, le côté humain n'est abordé que dans le film d'après, et je voyais presque ça comme une incohérence, comme quelque chose qui manquait, tu vois. Et là, finalement, dans une série comme celle-là, c'est tourné de telle manière à ce qu'on s'en préoccupe pas et à ce que ce ne soit pas le sujet. Et c'est quoi ta question pour le coup par Alors rapport ma à ça? question, c'est est-ce que tu trouves toi que enfin, enfin, je sais pas si c'est une question, mais qu'est-ce qui fait que là, c'est vu comme un choix artistique, tu vois, comme un choix scénaristique, alors que des fois, on se dirait, bah, c'est pas très cohérent que personne se soit posé la question, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est le choix artistique, c'est la tonalité de la série, c'est c'est c'est- c'est ce côté décalé et puis comme disait Grégoire, on est tout le temps en train de courir à droite à gauche, donc on n'a pas le temps de se poser la question, même de réfléchir à bah, pourquoi est-ce que les personnes ne réagissent. Tu vois, nous on prend le temps parce qu'on fait une émission dessus, mais finalement quand tu Mm. sors de l'épisode, tu as envie de voir l'épisode d'après et Mm. t'as pas eu le temps de te poser cette question. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, dans cette saison, c'est il y a des disparitions. Excuse-moi, je te coupe. Et je rajouterais même quelque chose qui est en fait de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est-à-dire que comme c'est une série qui est tout, qui peut aborder, enfin qui peut être grave sans être lourde, elle est pas dans le pathos. On n'est pas dans ce type de sentiment-là, quoi. On n'est pas là pour te faire pleurer. On n'est pas là pour te faire comprendre que c'est grave. Là, c'est plus le côté le côté décalé en fait qui est mis en avant, le côté Docteur Who dont on parlait tout à l'heure, voilà. Mm. Il y Ce a un côté, moment, moi, qui... Vas-y. Pardon. non, c'est juste, oui, c'est des histoires d'enfants, c'est juste des enfants avec leur traumatisme. Mm. C'est presque un conte, c'est presque un jeu d'enfants dans une maison. Enfin, tu vois, c'est des enfants qui jouent ensemble. L'univers autour n'existe plus. Et je crois qu'on est un peu là-dedans. C'est vraiment Mm. ouais, Bien c'est vu. des mondes qui jouent pour moi, les personnages de cette série. Et d'ailleurs, c'est des Mm. enfants traumatisés, c'est quand même ça la base. Oui, c'est ça. C'est ce Voilà. qui crée pour moi un décalage vraiment et qui est presque drôle du coup, hein, parce que c'est vrai qu'on quand il y a des morts, finalement ils sont pas émus très longtemps. Là, on en arrive même à une forme d'apothéose. À un moment donné, c'est la fin du monde. Bah tiens, bah on va se marier. Ils font un mariage à 6 personnes. Ils se demandent encore si la septième personne qui reste dans les locaux va venir. Alors moi, au niveau des détails, ouais, il y avait ce truc-là. À un moment donné, ils font la liste de ce qui a disparu.
Tu sais, ils disent, il y a un tel et un chien qui ont disparu, tu sais. C'est la manière dont c'est formulé, tu te dis, mais tu vois, la façon dont ils font état du fait que des choses et des gens commencent à disparaître, c'est vraiment vu par le petit bout de la lorgnette, quoi. Et puis même eux, c'est plus mince, est-ce qu'on va réussir à se rincer la gueule une dernière fois avant la fin du monde? Le fait que des millions ou des milliards de gens aient disparu sur Terre, à la limite, ça les préoccupe pas plus que ça. Pas du tout, même. Ouais. Pour moi, c'est vraiment comme des enfants qui jouent, quoi. Ils sont dans leur, voilà, ils sont dans leur histoire et le reste n'existe pas. Là, en plus, doublé dans cette saison de les deux colonies quoi, qui se tapent sur la tronche. C'est la colonie de vacances du camp des machins et du camp des bidules. Oui, mais c'était notre heure d'aller à la plage. Et ils nous ont piqué. Oui, mais c'était les premiers à la balançoire, alors. Et tout ça pour plaire à Tout ce que papa, au tu as. passage. En plus, en plus. Donc on arrive déjà Et, en fin d'émission. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter dans cette partie spoiler? Est-ce que vous avez un ultime avis à émettre, une ultime remarque? moi, je terminerai en disant, si alors, pardon, enfin vraiment un point de détail, mais moi, je suis souvent gêné par les perruques Ah bon? dans cette série. Ouais. Dans la saison 2, il y a Diego qui a passé toute la saison avec une perruque un peu une sorte de carré comme ça, et en fait, je m'en aperçois parce que des fois, quand ils ont la tête en bas, bah, ils ont toujours le carré dans le bon sens. Et là, c'est Allison pour moi qui avait une perruque un peu chelou pendant tout l'épisode. Et si j'avais dû faire un titre à ma sauce, j'aurais dit une BO et des perruques pour la série. Mais sinon, pour moi, vraiment, c'est la saison 2, j'étais vraiment pas enthousiaste. Et à la limite, ce qui m'avait le plus enthousiasmé, c'était la promesse de fin de saison, c'est-à-dire le postulat de la fin de saison 2. Et ben, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu, j'ai trouvé ça assez formidable. Et puis moi, au niveau du rythme, j'ai regardé 1, puis 2, 3, puis 4, 5, et après j'ai regardé tout d'affilée. Je me suis enfilé tout le reste d'un coup. Et à la limite, si on m'annonçait qu'il y avait une saison 4 originale, ben j'irais les yeux fermés avec grand plaisir. Et toi, Grégoire? Moi, s'il y a une saison 4, j'y vais. Mais voilà, sur la saison 3, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit peu des longueurs. Voilà, mais c'est aussi parce que voilà, ça fonctionne beaucoup plus en huis clos dans cette espèce d'hôtel là. Il y a quand même beaucoup d'épisodes qui se passent. Il y a l'hôtel et le monde qui se détruit autour, donc ils sont vraiment dans un univers fermé. Donc il y a beaucoup de scènes de dialogue et de trucs comme ça qui m'ont un peu déçu par rapport aux saisons précédentes où on passait notre temps à voyager dans le temps et à faire des bonds dans tous les sens. Là, il y a beaucoup plus de scènes, donc j'ai trouvé ça parfois un peu long, mais après c'est pareil, je l'ai regardé assez vite, à coup de 3 épisodes à la fois, donc mais voilà, si je regardais le troisième épisode, c'était parce que j'avais envie qu'il se passe un peu plus de trucs plutôt que par suspense de ce qui allait se passer. Je te rejoins totalement. Moi, j'ai ressenti exactement la même chose en fait en regardant la série. J'ai trouvé qu'il y avait plus de longueur que d'habitude et en même temps, c'était plus de l'impatience de se dire allez, allez, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le pitch de cette saison, etc. Voilà, c'était dans l'attente à chaque fois et d'en avoir plus encore parce que on savait pas dans quelle direction ça allait aller. Et j'y rajouterais même que, et là je vais faire une petite digression parce qu'on sait pas forcément quelque chose qu'on fait d'habitude dans l'émission, mais je viens de terminer aussi Stranger Things en parallèle, et vraiment en parallèle, j'ai regardé les deux saisons en parallèle, et pour le coup, j'ai ressenti l'exact opposé, où dans cette saison 4 de Stranger Things, pour moi, tout était téléphoné, rien n'était une surprise, et je me suis emmerdé. Ah Voilà. mince. Ah Voilà. mais tu devais pas me dire puisque Je devais pas on te n'a pas dire, encore mais fait on se fera l'émission. l'émission sur la saison 5. Ah pourtant j'ai l'impression que tout le monde est très enthousiaste. Bah écoute, C'est pour ça je me ferai mon propre avis. exactement. Donc pour dernière chose en ce qui me concerne pour l'Umbrella Academy, alors tu parlais de Diego, il y a quand même une scène qui m'a fait délirer et on parlait donc des personnages de l'environnement qui meurent sans que ça les embête plus que ça. Et d'ailleurs à un moment donné, il y a ce sort de fils adoptif qu'elle a récupéré
qu'elle lui présente comme étant plus ou moins son Ah oui, fils, qu'est-ce qu'il devient, lui? il est dégagé par la fameuse onde de fin du monde. Et ils regardent ça tous les deux, l'air de dire oh non, pas lui. Avec un tel détachement, un tel débit de je n'y peux rien de toute façon, c'est comme ça, c'était son tour, voilà, et que ça C'est vrai m'a. qu'ils nous promettent un arc narratif à un couple qui devient futur parent dans la tête, quoi, même si la fin du monde arrive, et finalement, ils ont pas vraiment. Mais Et, c'est ce qui me laisse à penser quand même qu'il y a une saison 4 qui va arriver, parce qu'à un moment donné, ils vont quand même finir par chercher les disparus, c'est pas possible autrement. et donc, Mais c'est vrai, et dernier point, vas-y, Grégoire. une petite déception aussi de cette saison 3, c'est des personnages ou comme Arlan, je crois, qui disparaissent à un moment et qui n'ont même pas une belle fin, une fin éclatante, quoi. Ils disparaissent. Genre là, lui il se fait tuer, lui il est emporté par la vague, et après on n'en entend plus Il du se tout fait parler. tuer, Alors oui, on oui. commençait à construire un truc dessus et fou, ils disparaissent d'un coup comme ça. C'est pas un peu tôt ou un peu de façon un peu légère. Moi, ça m'a un peu Arlan, gêné. c'est celui qui était enfant dans les années 60 et qui revient Voilà, c'est ça. vieux, là? Ah oui, non, mais lui, en Ouais, plus, non. il meurt en off et puis il est livré dans un coffre de voiture où c'est très, très bizarre. Ça, pour moi, ça contribue à la mauvaise écriture d'Allison, ou du moins à la rendre détestable, hein, ce truc-là. Et alors, par contre, pour moi, pour revenir un peu à du détail de personnage, j'ai aimé le personnage de Luther dans la saison 3, que j'avais trouvé terriblement effacé et qui servait à rien pour moi dans la saison 2, si ce n'est à se plaindre et à être dépressif de son amour perdu avec Allison, justement. Et il faisait rien, il servait à rien. Et j'ai parfois pu avoir le sentiment aussi que finalement le casting s'étoffe au fur et à mesure. Et puis il y a des personnages qui deviennent inutiles au fur et à mesure de l'intrigue. Et là, pardon, je parle là, dans Stranger Things saison 3. Le casting s'étoffe et les personnages servent à rien. Et là, je trouve que ils ont un peu réussi à rééquilibrer Luther dans la saison, notamment par rapport à cette histoire d'amour avec Sloane, qui fait partie de la Sparrow Academy. Moi, je sais pas, j'y ai cru à cette histoire. Et peu importe, à la limite, la construction du mariage, tout ça, il y a pour moi un élément qui m'a fait plaisir, et je reviens donc à Victor, donc à Elliot Page. Pour moi, la scène dans laquelle Luther demande à Victor d'être son best man, alors qu'il vient de changer de sexe, justement, qu'il vient J'ai trouvé que c'était quand même un témoignage fort, qui à la fois a l'air d'être rien pour Luther, mais qui a l'air de vouloir dire tellement beaucoup. Et je trouve que du point de vue des scénaristes, avoir offert ça à Elliot Page, j'ai trouvé ça très, 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 très joli, et ça m'a beaucoup ému. Et je terminerai avant qu'on passe aux recommandations sur une chose que j'invite ceux qui veulent revoir la saison 3 ou qui vont la découvrir suite à notre émission. J'ai eu le sentiment que à chaque début d'épisode de cette saison 3, il nous montrait en fait le personnage qui allait mourir. Par exemple, on voit sur la Lune, là dans les derniers épisodes, on voit celui sur la Lune. Il meurt dans cet épisode. L'épisode d'avant, c'est qui enfin, dans un autre épisode, on voit donc celui avec les écouteurs. On le voit au début de l'épisode, c'est l'épisode où il meurt. Et il m'a semblé qu'en fait, celui qu'on voyait à chaque fois au début des épisodes, c'était celui qui disparaissait. Donc à vérifier, D'accord. peut-être, si vous avez le courage de le revoir ou pas. Mais moi, j'ai cru noter ça. Ah, c'est Voilà, marrant, voilà. ça se trouve. On passe désormais aux recommandations de la semaine. Et Grégoire, je te laisse l'honneur en tant qu'invité de débuter ce tour Les d'horizon. recommandations. Et ben moi c'est une BD, c'est un comics. Voilà, ça s'appelle November. Alors ça va être en deux tomes, je crois. Mais là c'est le premier tome d'introduction. C'est trois filles dans un polar avec une très très belle ambiance. Enfin, il faut vraiment voir les. C'est vrai qu'en podcast ça passera pas très bien, mais il y a de très jolis dessins, de très jolies couleurs. De toute Enfin, façon, on vous très mettra très les liens dans simple. la description. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est November la dessinatrice c'est Elsa Chartier. Voilà, Matt Fraction, Matt Hollingsworth, je sais pas qui c'est, voilà. Mais donc il y a un scénariste, une dessinatrice et un coloriste qui est sur la couverture parce que c'est un travail de couleur en aplat qui est assez chouette. Très November, bien. c'est Sarbacane, l'éditeur. Greg Dyser, votre Bref. recommandation de la semaine, Alors, ma cher ami. recommandation, c'est une bande dessinée.
qui s'appelle Voleuse, hop, De Lucie Brion. de Lucie Brion, donc aux éditions Sarbacane. Voilà. Voleuse, donc on a l'histoire de Ella. Euh, c'est une jeune femme, je crois qu'elle est lycéenne, il me semble, dans l'histoire principale. Elle est très amoureuse d'une jeune femme, donc j'ai oublié son prénom, mais c'est celle qui a des lunettes. Elle a l'occasion d'aller à une soirée à laquelle pendant laquelle elle veut essayer de se déclarer. Et puis pendant cette soirée, elle est vraiment trop bourrée. Elle ouvre un placard, elle découvre des choses de valeur. Et le lendemain, quand elle se réveille chez elle d'avoir cuvé, elle retrouve tous les objets de valeur chez elle. Donc elle a Ah, tout dérobé. Elle ne sait pas comment, elle se rappelle pas dans quelles circonstances. Donc chez celle dont elle est amoureuse, ça s'appelle Voleuse. Et elle, à partir de là, tout en essayant de se déclarer, elle aimerait bien sortir avec cette personne, mais elle ne sait pas comment lui avouer en même temps qu'elle a volé des trucs chez elle et comment elle va lui rendre. Voilà. et c'est un volume Et unique? oui, c'est un one shot, c'est un livre D'accord. assez épais, hein, c'est un, comment ça s'appelle, une sorte de roman graphique en fait, hein, avec beaucoup de pages. C'est en quelques teintes de couleurs comme ça, pastel. C'est assez joli, assez moderne comme graphisme. Et c'est plein de rebondissements aussi. D'accord. Voilà. Euh, Elle donc, t'amène vers cette histoire-là, mais il y a il y a une dimension supplémentaire. Très bien, on vous mettra donc le lien dans la description. En ce qui me concerne, dans ma recommandation de la semaine, ce sera une série télé disponible sur Disney ⁇ et qui dont la saison 2 vient de débuter et qui s'appelle Only Murderers in the Building, donc seulement des meurtriers dans cet immeuble, qui est une série, un polar assez léger qui se passe dans un immeuble de New York. On en parle d'ailleurs assez, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission du fait que c'est une ville qui des fois, enfin qui souvent, quand une action y est dépeinte, ça devient presque un personnage à part entière et là on le ressent vraiment à nouveau, on ressent vraiment la présence de cette ville de New York, de cette ambiance, de ces immeubles, etc. Et alors j'ai plus le nom de tous les acteurs, mais Donc Steve Martin, voilà, il y a Steve Martin Martin Short, et Selena Selena Gomez. Gomez, voilà. Et donc il y a une belle brochette d'acteurs. Il y a il y a quelques caméos intéressants. Je vous gâcherai pas le plaisir, mais à voir quand même, ce qui font vraiment sourire. Et vraiment, je vous la recommande parce que ça se regarde très très facilement. On se laisse vite prendre au jeu. C'est pas, ça ressemble pas à grand chose de ce qu'on peut connaître dans le genre parce que c'est pas forcément un polar sérieux. Puisque en fait, ce sont des personnes qui vont elles-mêmes mener une enquête sur un meurtre qui a eu lieu dans leur immeuble, et comme ils veulent faire un podcast, en fait, voilà. Et donc ils enregistrent chaque épisode où ils émettent des hypothèses et ils avancent, etc. Et bien sûr, ils vont forcément tomber sur des choses qu'ils ne devaient pas découvrir, voilà. C'est vraiment super comme série. Et, là, il y a la saison 2 donc la suite directe, c'est-à-dire que l'arc de la saison 1 se termine pas comme ça, il reste très ouvert. Et donc là, je vais débuter la saison 2 donc je vous invite à regarder la première saison et qui sait, on fera peut-être une émission dessus si le cœur vous en Écoute, dit. moi je dois avouer que je suis pas forcément fan du who done it, tu sais, vraiment de principe de l'enquête comme ça. Je suis allé voir les Hercule Poirot, tout ça, bon, en film, ça va. C'est pas forcément un truc qui m'attire plus que ça. Et du coup, c'est des réactions que j'ai eues en voyant la bande-annonce de la saison 1. Mais quand j'ai vu la bande-annonce de la saison 2, j'en dis pas plus, je me suis dit, tiens, je me demande si je vais pas aller voir quand même cette série. Ça a piqué ma curiosité. Bah, j'avoue que j'y suis allé entièrement par curiosité parce que c'était dans une période où j'avais rien à regarder. Ça Et existe encore, ça, des périodes où t'as rien à regarder? eh bien, ça arrive, mais alors c'est en creux, c'est terrible parce que d'un seul coup, t'as rien à regarder, et puis après, t'as cinq séries à regarder en même temps avec des films, Euh, etc.
C'est un peu terrible. Et on va terminer cette émission avec Cowboy Étoile qui nous rejoint tout en Ah, fin d'émission. Bonsoir, désolé, je suis en retard. J'ai voulu aller au cinéma et finalement j'ai perdu mon téléphone. Plus de peur que de mal. J'espère que tu l'as retrouvé, Cowboy Étoile. mais quelle Voilà, idée d'aller voilà. au cinéma. Il vaut mieux nous écouter parler des films, quoi, voyez. Exactement, exactement. En tout Tu nous cas, diras ce que t'es allé voir quand même. oui, il faudra qu'il nous dise qu'il est allé voir, à moins qu'il ne puisse pas nous répondre avant la fin de l'émission qui se termine. Et je Non. remercie les deux Greg pour leur présence. Grégoire, c'était un plaisir de te recevoir. Voilà. Ben oui. Greg, je te dis Ah, à la semaine prochaine au pire, peut-être même peut-être à avant. samedi. Qui sait, Ouais. on a 3 émissions à vous proposer la semaine prochaine, c'est pas rien. Avec Miss Marvel, avec Thor, Love and Thunder et avec The Boys saison 3. Voilà, voilà. Voilà. Une Et belle je sais fin de pas saison où quand. on va boucler nos 39 épisodes de ce café multiverse. Alors, Cowboy Étoile qui nous dit: Je voulais voir Butagaz. Quoi? But à gaz. Ah, Buzz Buzz l'éclair. l'éclair. Mais j'ai Il passé était ma sympa. soirée à chercher mon téléphone. Oh, J'espère quand même que tu l'as retrouvé. t'as Et peut-être rien voilà. loupé, hein. Peut-être que tu n'as rien loupé, mais ça, tu le sauras. Ah ben non, tu as regardé l'émission, donc voilà. Ceux qui n'ont pas vu Buzz l'éclair, on vous invite à regarder notre émission, que vous pouvez retrouver en podcast ou en vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Ciao, Bientôt. ciao. Salut, salut Grégoire. Ciao.